Bonjour. Bienvenue dans Essaye encore. Le podcast qui dédramatise l'échec. J'y reçois des gens connus et moins connus qui me racontent comment ils se sont plantés. Bienvenue dans cet épisode numéro 39 qui va débuter dans un instant. L'épisode précédent, si tu l'as pas écouté, j'avais reçu le copain Régis Canon. Il est humoriste et podcasteur lui aussi. Son podcast s'appelle Humeur humoristique. Il y a reçu un nombre incalculable d'humoristes, pour la plupart québécois ou belges. Et si tu ne l'as pas encore écouté, je te le recommande vivement. Et si ça a déjà fait, n'hésite pas surtout à le partager, mettre des pouces, des j'aime, des étoiles, etc. Ça m'aide beaucoup. Dans cet épisode-ci, je reçois le comédien Jean-Pierre Michael. L'échec ne m'a jamais mis par terre, au contraire, il m'a toujours stimulé à essayer de le dépasser. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas dépasser. Il y a des trucs qui sont faits pour vous ou pas. Et ça a été un vrai plaisir de discuter avec Jean-Pierre. Son papa était lui-même comédien, il a baigné dans cet univers depuis l'enfance. Alors forcément, il nous le raconte avec passion. On a revisité avec lui son parcours, éclairé de cette relation père-fils, de cette envie sans doute un peu universelle d'obtenir une reconnaissance de ses parents. On a parlé aussi du hasard comme ami, puisqu'il l'a amené à la Comédie Française, il l'a amené au doublage et à être notamment la voix, entre autres, de Brad Pitt ou de Keanu Reeves. Oui, j'ai reçu Brad Pitt dans le podcast, exactement. On a parlé avec lui évidemment du travail, du vrai travail de comédien, de cette passion qui l'anime, et vous allez le ressentir, c'est vraiment des tripes que ça vient quand Jean-Pierre nous parle et nous explique tout ça. Installez-vous confortablement, un coussin, un café, on est bien et ça commence maintenant. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi dans ce podcast. J'ai reçu pas mal de. Je vais commencer dans l'ordre. J'aime la VF, les voix en général, le doublage bien sûr, mais le cinéma au sens large, le théâtre aussi. Donc c'est pas effectivement un milieu anodin et un invité anodin entre guillemets ici. Jean-Pierre Michael, comédien de métier, et j'en ai reçu d'autres. Dernièrement d'ailleurs, c'était Edgar Givry. On avait aussi Thierry Racno, on a eu Johan Sauveur. Enfin, pour les habitués qui écoutent, ils ne seront pas perdus. Et je ne veux pas faire que des gens de la VF, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Jean-Pierre, du coup, la seule question du podcast qui est préparée entre guillemets. Les autres vont et viennent. C'est qui es-tu ? Comment est-ce que toi, en fait, tu te présenterais à nous ? Je suis un homme. Je viens d'une famille à moitié artiste, dans le sens où mon père était comédien, ma mère aussi au départ, ils se sont rencontrés sur scène. C'est pendant un spectacle. Mais elle a arrêté le métier après parce que c'était compliqué. Et donc j'ai baigné dans cet univers-là depuis que je suis enfant, en voyant toutes les difficultés que représentait ce métier. À travers le travail de mon père, ses difficultés, ses échecs, ses joies, ses peines, ses machins, etc. Donc voilà, j'ai commencé là-dessus, et comme à peu près 90% de la population, il y a un moment où on se demande ce qu'on va faire de sa vie. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé à penser, comme 90% de la population, à qu'est-ce que font mes parents, est-ce que c'est pour moi, puisque l'ont fait, peut-être que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Et donc, ma mère, à ce moment-là, ne travaillait pas, ou en tout cas travaillait dans un bureau, et je me voyais absolument pas là-dedans, ne m'intéressait absolument pas. Et mon père faisait ça, il était dans la lumière, il était sur scène, il était à la télé, il était dans plein de choses, et je trouvais ça beaucoup plus fun. Oui. Et donc je me suis dit, il a l'air de faire des trucs, peut-être que je peux le faire. Et ça a commencé très tôt, ça, je devais avoir, une dizaine d'années, quoi. Et ça a commencé surtout après, comme beaucoup de gens, un spectacle pour enfants en classe où on se retrouve sur scène pour la première fois de sa vie devant du coup un public, même petit, même réduit à une salle de classe.
où je jouais un rôle, je ne me souviens absolument plus, une sorte de coquillage ou un truc comme ça, mais où visiblement j'avais fait beaucoup rire puisque j'en avais reçu et j'ai le souvenir d'une émotion particulière, du plaisir que j'avais pris à faire ça et à entendre les spectateurs rire, être heureux et que ce moment-là soit une sorte de moment suspendu, moment magique. Et ça m'a poursuivi et ça m'a toujours habité comme quelque chose qu'on a envie de retrouver, comme quelque chose qu'on a envie de perpétrer ou de se dire est-ce que c'était un mauvais souvenir, est-ce que c'était quelque chose, un fantasme, est-ce que ça existe ces moments-là encore. C'est vrai des fois quand on repense à des choses on les sublime un peu donc ouais. Et donc je me suis appliqué à essayer de retrouver ça et je me suis dit refaire ce qui a été fait ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc je me suis mis à prendre des cours malgré l'avis contraire de mon père, qui ne voulait pas que je suive ses pas, qui connaissait la difficulté de ce métier et qui voulait absolument que je fasse autre chose. Et donc, à partir de ce moment-là, il a fallu que j'aille à l'encontre de cette volonté. C'était compliqué. Et j'ai du coup été obligé déjà de passer mon bac, ce qui est quasi normal, même si j'en avais pas vraiment besoin, parce que je me disais pas que j'allais faire des études longues. Mais je l'ai fait. Donc j'ai bachoté, j'ai eu mon bac, je me suis dit de toute façon, ayons tout ce qu'il faut en poche, on ne sait jamais ce que l'avenir réserve, je pourrais peut-être, finalement ça me plairait pas du tout, je pourrais peut-être être, je sais pas quoi, avocat, médecin, conducteur d'engin lourd, je ne sais pas. Voilà, j'étais paumé, j'avais envie juste de quelque chose, j'avais envie de ça parce que je le voyais et que ça me plaisait, je ne savais pas du tout si j'en étais capable, je ne savais pas du tout si j'allais y prendre plaisir, parce que c'est pas évident. Le trac, la peur, l'angoisse de se retrouver comme ça sur une scène avec des spectateurs, c'est quelque chose d'assez violent quand même. Même si tu le vivais avec ton papa pour le coup, tu n'en voyais entre guillemets que le bon côté et par les yeux d'un enfant. Non, j'en voyais pas que le bon côté parce que lui aussi, je voyais qu'il souffrait. Je veux dire, le trac, c'est pas anodin de se retrouver le soir devant 800 personnes, le soir d'une première. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en claquant des doigts. On peut le faire au bout d'un moment parce qu'on est habitué, que la pièce on la joue depuis 40 fois et que les choses roulent, mais la première, c'est quelque chose de très particulier, quoi. C'est d'une violence extrême. On ne sait pas si, une pièce de théâtre, le rideau s'ouvre, il doit se fermer à la fin, pas au milieu. Ouais. Donc quand ça commence, ça ne peut plus s'arrêter. Il faut être présent du début à la fin. Il n'y a pas question d'avoir des trous, de s'arrêter, de dire non là, j'en peux plus, je suis fatigué, ceci, cela. Bref, ça je l'ai vu. J'ai vu ces angoisses, j'ai vu ces trucs, mais je me suis dit, il faut que j'essaye. Je ne sais pas si j'en serais capable, mais il faut que j'essaye. Et donc j'ai passé, je me suis inscrit derrière son dos dans un cours privé qui s'appelait le Studio 34 à l'époque. Il existe toujours, je crois d'ailleurs. Et j'ai commencé, de façon difficultueuse, comme beaucoup. Je me suis dit, waouh, c'est dur quand même, c'est pas facile avec plein de mômes de mon âge à l'époque. Et puis j'ai passé une deuxième année, j'avais pas d'argent puisque c'était moi qui devais payer mes trucs tout seul du coup. Bah oui, en cachette forcément. Et voilà, donc ça devenait très compliqué, même si je faisais des petits boulots à côté ou des choses comme ça. Donc je me suis dit, il faut que je trouve d'autres solutions. Et le cours Florent avait la bonne idée de créer ce qu'on appelle la classe libre, qui est une classe gratuite pour les élèves, mais uniquement sur concours, et le concours est payant. Je trouve ça une super idée. C'est-à-dire que tout le monde peut passer le concours, mais tout le monde paye, je sais pas, 20 balles ou 30 balles, et l'argent payé par toutes les inscriptions vont payer en fait la scolarité des gens qui vont être retenus, des 20 ou 25 qui vont être retenus. Parmi les, je sais pas, 1000 qui ont passé le concours à 20 balles. Donc je trouvais ça super, je me suis dit, ça serait génial. J'ai ça, j'ai plus de problème déjà de cours pour pouvoir avancer, voir si ça me plaît. Donc j'ai fait ça, j'ai réussi, j'ai été pris, et donc je me suis dit, voilà, une épine dans le pied en moins, mais maintenant, il faut des résultats, parce que sinon, je vais pas pouvoir tenir. Je continuais en parallèle la fac, et c'était une catastrophe, parce que qu'est-ce que je m'ennuyais, mais d'une force. C'était pas uniquement le temps passé de l'autre côté, c'était aussi l'intérêt. Mais bien sûr, j'étais en sciences éco à Dauphine,
Le genre de truc où franchement je me disais mais pourquoi m'infliger ça quoi, qu'est-ce que ça m'intéresse, la macroéconomie, les problèmes de raffinement de pétrole, de machin, et tout. C'était pas du tout mon état d'esprit ni ce que j'avais envie de faire, mais j'avais pas envie non plus d'autre chose, donc voilà, c'était compliqué. Et puis c'était bien sur le CV d'avoir ce truc là. Donc ben voilà, je me suis dit tant pis, je continue. Mais j'ai même pas été au partiel, je l'ai même pas fait ma fin de première année, ma licence. Ça, du coup, aujourd'hui, c'est toujours au même point. T'es pas retourné sur les bancs de la fac? Ah non, j'y suis pas retourné, non. Non. Je suis retourné sur les bancs de l'école, mais pour autre chose, pour apprendre d'autres trucs, pour me former moi, par plaisir, mais pas du tout en sciences éco et pas du tout à ce moment-là. À ce moment-là, du coup, j'ai lâché l'affaire et je me suis dit, je me consacre au théâtre complètement pendant 1 an, 2 ans, voir si j'ai des résultats. Donc je passe les concours. Si je les ai, je continue. Sinon, ben voilà, là, il faudra peut-être en effet envisager soit un retour sur les bancs de la fac, soit trouver une autre fac, soit ceci, cela, bref. Et j'ai passé donc Amandier, le théâtre des Amandiers avec Patrice Chéreau, qui faisait aussi une formation, un cycle de formation qui est quelque chose d'assez connu aujourd'hui, puisqu'il y a même le film de Olivier Bruni-Tedeschi qui sort sur cette période, qui s'appelle Amandier, et qui était le gros concours à l'époque, parce que c'est vrai que c'était extraordinaire. Et la promotion qui en est sortie, c'était justement Bruni-Tedeschi, Vincent Pérez, Bruno Todeschini, enfin il y a que des stars du cinoche d'aujourd'hui, Montalembert et compagnie. Donc j'ai fait ce concours, j'ai été jusqu'au bout de ce concours, et je l'ai pas eu, j'étais trop jeune, j'ai pas été pris à l'issue des trucs. Ils me demandaient de passer un essai de travailler une scène du Soulier de satin que j'avais même pas lu. Enfin, j'étais à la ramasse, quoi, complet. Puis j'étais fatigué, je travaillais à la fac en même temps, enfin bref. Donc ça a été un gros échec pour moi, ça a été très difficile. De rater ce concours. Et comment tu le vis à ce moment-là, parce que t'as mis tous tes espoirs dedans, et là du coup celui-là tu ne l'as pas de concours. Alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je me dis à ce moment-là, bon, c'est un concours, il y en a d'autres, il faut tenter autre chose, il faut que j'avance. Je suis peut-être pas prêt, c'est vrai que j'avais que, je sais pas, 2 ans de cours privés de théâtre, mais cette promo elle existait que tous les 3 ans, quoi. C'est donc j'étais obligé de le sauter dessus, et j'étais tellement au bord de rentrer dedans que franchement ça m'a fait mal, et je regrettais de pas participer à cette aventure, parce que je sentais que c'était une aventure importante, et ça a été le cas. Et je veux dire, ils ont tourné des films, ils ont fait des choses incroyables dans ce truc-là, et je regrette de pas y avoir participé. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai ravalé un peu mon ego et ma peine, et je me suis dit bon tant pis, il faut que je tente autre chose. Il y a la rue Blanche, il y a le conservatoire, je vais aller au plus haut, je teste le conservatoire. Donc j'ai testé le conservatoire, premier tour, deuxième tour, et branlé au 3e, je l'ai pas eu non plus. Donc là je me suis dit bon, c'est compliqué, j'ai le droit de le passer que à l'époque c'était 2 ou 3 fois, je sais plus. 2 fois peut-être. Donc je n'avais plus qu'une chance l'année d'après. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là, je me suis dit, il faut faire simple. Il faut arrêter de se prendre la tête, de chercher des scènes compliquées pour faire croire qu'on a des connaissances, pour essayer de montrer des talents cachés, des choses qui sortent de l'ordinaire et tout ça. Donc je me suis dit, bon, je vais faire maintenant, j'ai plus rien à perdre, il faut que j'avance, il faut que je réussisse. Sinon ce métier est pas pour moi. Et j'y prenais de plus en plus de plaisir, parce que je travaillais des choses chez Florent passionnantes, je rencontrais des gens passionnants, j'avais de plus en plus d'expérience, on montait des spectacles, des trucs comme ça, donc c'était j'ai adoré ça. Je me suis dit non, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de travailler, mais ça sert à rien si ce métier veut pas de moi, quoi. Et donc l'année d'après j'ai repassé le conservatoire, mais j'ai passé les scènes les plus bateaux sans me prendre la tête. J'ai passé la scène 1 du Misanthrope, Alceste, tête en avant, comme ça, pof, et je l'ai passé avec José Garcia, et l'autre scène, c'était avec Yvan Attal, où j'avais passé une scène des plaideurs, ou de Ivanov, je me souviens même plus. Mais enfin bref, c'était mes copains de l'époque avec qui j'étais chez Florent, donc c'était des super promos aussi, et cette fois-ci, j'ai été pris, et ça a été un bonheur absolu de me dire, ça y est, j'ai dépassé ça, parce que c'est quand même
Conservatoire national, plus de 1500 personnes qui le font, qui le passent. Pour là encore une promo de 20 ou 25 personnes, quoi. Et ça, c'est un truc que tu fais régulièrement, que tu fais peut-être d'ailleurs pas consciemment, de te mettre une sorte de pression, parce que là tu dis je vais revenir au bateau et faire le plus basique, mais peut-être du coup le mieux finalement. C'est en tout cas, l'échec ne m'a jamais mis par terre, au contraire, il m'a toujours stimulé à essayer de le dépasser. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas dépasser. Si demain je me disais tiens, je vais commencer à escalader l'Annapurna que je m'arrêterai au bout de 100 mètres, je vais pas me dire le lendemain non mais après-demain je vais y aller jusqu'au bout. Il y a des trucs qui sont faits pour vous ou pas. Celui-là, je sentais que j'avais des possibilités. Je voulais juste parce que j'étais pas éliminé direct. Je passais un tour, je passais 2 tours. Et puis à chaque fois, c'était un petit truc qui marchait pas pour un mauvais choix, pour ceci ou cela, ou t'as un mec qui est meilleur qui te passe devant, etc., etc. Et c'est ça qui fait que tu as pas le résultat au moment où tu l'espères. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner à ce moment-là. Si tu sens que tu es au bon endroit, mais encore une fois, si c'était l'Annapurna, je sais que je serais pas au bon endroit parce que je me vois pas le faire. De toute façon, même physiquement, je n'en aurais pas eu les capacités. Et là, je sentais que j'avais les capacités de ça. Ça faisait quand même 2 ans que je faisais des cours, que ça avançait, que j'avais des résultats, même s'ils se concrétisaient pas, que j'avais des bons retours sur les gens avec qui je travaillais et tout. Donc, il n'y avait pas de raison que ça se passe pas bien. Il fallait juste persévérer, ou en tout cas moins se prendre la tête et y retourner. Et c'est ce que j'ai fait donc sur cette deuxième séance où j'y suis allé, où je me suis pas pris la tête et où je me suis dit j'ai rien à perdre, de toute façon je suis viré, demain si je le fais pas, je ferai autre chose, parce que voilà, ça sera pas ici, ben bon. Et si je me prends encore une tôle, bon bah là ça va peut-être dire que t'as rien à foutre dans ce métier, il vaut peut-être mieux en effet faire... Et ça, t'arrivais à avoir cet esprit-là à cet âge-là, à ce moment-là, ou c'est toi aujourd'hui qui me raconte ça, qui me dit si je l'avais pas eu, j'aurais fait autre chose? Ah non, c'était marqué noir sur blanc pour moi. J'avais un timing, c'est-à-dire je me laissais pas plus de 2 ans pour avoir un truc. Si ça devait prendre 2 ans, je savais que je perdais trop de temps pour rentrer dans d'autres études ou dans d'autres trucs. Et donc c'était trop compliqué. Après, moi je suis vierge, je suis carré. Donc si le truc fonctionne pas, je vais pas perdre 2 ans de ma vie ou 3 ans de ma vie. Et il est pas question que je fasse métier pour être figurant non plus, quoi. Je veux pas de la demi-mesure, je veux pas du pis-aller. C'était pas mon but du tout. Mon but, c'était de faire quelque chose, c'était d'aller sur scène, c'était de représenter quelque chose, c'était de jouer des rôles, c'était pas de jouer des 4e couteaux derrière, dans le fond et tout ça. Ça m'intéresse absolument pas, je fais pas ce métier pour ça. Même si c'est prétentieux de le dire, mais c'est vrai, j'imagine aucun acteur dire, tiens, je vais faire ce métier pour aller jouer le 3e sous-fifre qui apparaît à l'acte 4, quoi. Personne se dit ça. On a tous envie, et on se bat tous, et on a tous le besoin d'être reconnu, et donc de jouer des rôles importants ou des trucs importants dedans. Même si ça n'arrive pas ensuite, c'est autre chose. Mais on fait pas ce métier en se disant je vais être figurant. Ça, c'est pas vrai. Donc voilà. Ça, c'était le départ du truc. Et c'est vrai que une fois que tu es validé par une réussite, même... alors la première, ça avait été la classe libre, donc ça m'avait donné quand même de l'espoir, puisque ça avait été une sélection importante. Donc les autres ne me paraissaient pas inatteignables. Mais c'est vrai que si j'avais rien eu dès le départ, claque sur claque, etc., au bout d'un moment, je me serais dit, bon, ben, c'est pas là, quoi. Et donc, il faut absolument pour toi passer par ces validations, enfin, j'allais dire scolaires, c'est un peu... Pas du tout. Ça réduit, mais moi, c'était très personnel. Le tas, ça n'aurait pas été, par exemple. Non, mais là, c'était très personnel par rapport à ma situation et à mes parents. Et où j'avais besoin de pouvoir prouver que j'avais une reconnaissance et que j'avais pas rien à y faire. Il fallait que je puisse justifier que j'avais abandonné le reste, quoi. Et donc si tu dis non mais j'ai envie de faire autre chose, mais quoi, théâtre, tout le monde rigole, quoi, et tout le monde rigolait. Donc si vous dites non, voilà, j'ai été pris à tel endroit avec tel truc, concours prestigieux, j'ai machin, j'ai ceci, là les gens vous disent voilà, tu t'es auto-validé en quelque sorte sur un truc, on va voir. Et à quel moment du coup tu l'annonces à tes parents? Quand déjà je ne retourne plus à la fac et qu'il va falloir expliquer pourquoi. Et là du coup tu
tu expliques que voilà, tu fais autre chose en parallèle et que cette chose-là t'intéresse beaucoup plus que de faire des chiffres ou de compter ou d'essayer d'apprendre la macroéconomie et géopolitique mondiale. Et réaction alors? Tu te débrouilles alors. Donc ok, je me débrouille. Bah ça tombe bien, je le faisais déjà. Voilà, exactement. Mais pour se débrouiller, j'avais besoin d'argent, donc heureusement ça m'a permis de ne plus payer au moins les cours. J'avais plus que ma bouffe à payer et à me débrouiller comme ça. Alors le cours Florent était déjà il y a une renommée comme ça, une aura autour du cours Florent. Je ne sais absolument pas aujourd'hui si c'est encore le cas ou non, mais ça c'était comme le bac avant. Je veux dire, ça suffit entre guillemets pour être comme validé quand après tu veux être comédien. Bon là en plus il y avait le conservatoire du coup, mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Les gens pensent souvent en effet que d'avoir le conservatoire, d'avoir le truc vous donne une validation quelconque pour entrer dans un projet quelconque. Mais c'est faux. C'est très bien de l'avoir. Mais même moi qui suis ensuite rentré à la Comédie Française et avoir passé 17 ans à la Comédie Française, avoir joué les plus grands textes, je passe encore aujourd'hui des essais pour des films où on me demande de passer le sel, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Ce métier, les gens le fantasment sur beaucoup de choses. Et malheureusement, il faut le prendre de façon, encore une fois, beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire que les gens, ils ont un projet, ils investissent de l'argent dessus, ils ont besoin de voir des gens qui le défendent et qui correspondent à ce qu'ils ont envie de faire. Ils connaissent absolument pas les comédiens la plupart du temps, donc c'est les castings qui s'en occupent, qui connaissent que 0,5% de tous les comédiens qui existent. Et donc voilà, il y a besoin d'essais, il y a besoin de valider. S'il y a marqué en plus, il a fait le conservatoire, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'en plus il l'a déjà fait un peu, il a un entraînement entre guillemets, voilà, une petite bouteille qui lui permet de savoir apprendre un texte ou un machin, mais c'est tout, quoi. Et c'est l'important, c'est qui vous êtes et ce que vous êtes et comment vous le jouez. Donc avoir le conservatoire et les trucs, c'est très bien parce que moi ça me permettait d'apprendre, de découvrir, de rencontrer des gens et de pas avoir d'argent à payer et d'être quand même avec la crème entre guillemets des gens qui faisaient ce métier, donc qui ont du talent un peu. Mais c'est tout, quoi. Le reste du temps, ça ne m'a absolument pas permis d'avoir du travail plus que ça. Si ce n'est que, mais j'en ai jamais profité, en effet, il y a un organisme qui fait qu'après le conservatoire, quand vous sortez, il y a ce qu'on appelle, le TNS, le Théâtre National, vous avez, les troupes du national peuvent vous engager, et c'est payé, entre guillemets, par l'État, votre salaire de SMIC est payé par l'État, quoi, genre un truc de crevard. Et ça dure qu'1 an ou 2 ans, et donc de toute façon, après, vous êtes viré parce qu'ils vont en prendre des nouveaux, donc, c'est bien pour se mettre le pied à l'étrier, mais encore une fois, ça n'est pas ça qui va vous faire travailler. Ce qui fait travailler, et c'est uniquement ça, c'est le talent, et le fait que les gens vous voient dans ce talent, et le fait que les gens parlent de vous dans ce talent, et donc pensent à vous dans ce talent, et ça se fait boule de neige, petit à petit, comme ça, etc., etc. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de rentrer à la Comédie Française juste après, mais si j'avais pas été à la Comédie Française, je serais peut-être déjà en train de faire autre chose comme métier. Donc la Comédie Française m'a donné ce confort de ne pas avoir à chercher de travail, d'en avoir plus que 99,9% des comédiens, tout le temps, chaque jour. Ça m'a permis de rencontrer les plus grands metteurs en scène, de faire mon métier dans des conditions absolument exceptionnelles, avec des rôles exceptionnels, ce que je n'aurais jamais pu imaginer ailleurs. Donc j'ai appris de façon magnifique ça aussi, voilà. Ouais, tu disais tout à l'heure, quand on le fait, ce métier, et puis j'imagine d'ailleurs les autres métiers aussi, à un moment donné, on a une ambition au début, quand on commence, on le fait pour de l'ambition, avec de l'ambition. Oui, la première fois, j'ai retenu de ce que tu as pu dire ailleurs, que la première fois que tu es payé, que tu travailles, c'est en tant que comédien, c'est avec Francis Huster et Fanny Ardant. Donc, effectivement, tu n'es pas le petit figurant. J'étais presque figurant, mais là, c'était normal. J'étais au cours Florent et Francis était mon prof. Oui. Comme il était le prof de toute la classe libre à ce moment-là. Et donc, il montait son spectacle et il a fait passer des essais à tous ses élèves avec les, 7-8 rôles qu'il avait à remplir. Donc, il pouvait pas de toute façon demander à tout le monde
travailler là-dedans. Et j'ai joué un tout petit rôle où j'avais 10 phrases, mais qu'importe, c'est normal à mon âge, à 20 ans à peine, de commencer. C'était déjà une chance énorme de me retrouver à côté de Jacques Weber, Francis Huster, Fanny Ardant, et d'être sur scène chaque soir devant un public en costume avec une pièce de Molière, un vrai texte, etc. quoi. Donc ça, c'était une aventure extraordinaire, ma première aventure. Et en plus, je gagnais 10 000 balles à l'époque, ce qui était pour moi extraordinaire. Pas 10 000 euros, hein. 10 000 Non, on était en France à cette époque. Et du coup, oui, la comédie française, par contre, là, quand ça arrive, le rôle est plus grand. Mais c'est aussi un peu une sorte de hasard. Ouais, une sorte de hasard. J'étais toujours au conservatoire, parce que Huster, c'était juste avant de rentrer au conservatoire. J'étais chez Florent, donc. Et au moment où j'ai commencé à jouer justement le Don Juan avec Huster, je suis rentré au conservatoire. Et j'ai fait 2 ans sur les 3 au conservatoire parce que pendant ma 2e année, justement à la Comédie Française, il y avait des auditions. Françoise Seigné demandait à passer des auditions pour le spectacle qu'elle montait qui s'appelait Nicomède, une pièce de Corneille. Et elle avait besoin d'un comédien pour assurer les répétitions et faire la doublure d'un acteur qui devait jouer le rôle, qui était pas très en forme, qui venait d'avoir un accident, qui était fatigué, qui ne pouvait pas répéter tous les jours, qui était pas bien, quoi. Donc, elle avait besoin de quelqu'un pour faire sa doublure, entre guillemets, et que les autres acteurs puissent répéter, avancer et faire le spectacle au moment prévu. Et donc, elle a fait ces auditions-là, et j'ai été pris. Et donc, j'ai assisté pour la première fois de ma vie, en tant qu'élève du conservatoire, à des répétitions professionnelles, avec des professionnels, une metteuse en scène professionnelle magnifique, Françoise Seigné, et un texte classique de Corneille. Et donc, j'ai commencé à faire comme si je le jouais, tout en sachant très bien que je ne le jouerais jamais. Juste pour faire la répétition, quoi. Mais je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. J'apprends tellement là chaque jour en répétition que je vais le faire. C'est une expérience énorme, incroyable. Donc j'ai appris mon texte comme si j'allais le jouer, en sachant très bien que je le jouerais jamais. Et j'ai fait les répétitions, ça se passait super bien, j'étais quand même face, et c'était la première fois de ma vie, parce que même sur le Don Juan que je jouais avec Huster, je n'avais pas de scène directe quasiment, à part une toute petite au début avec Huster, mais j'étais rarement confronté à des comédiens professionnels qui avaient de la bouteille et tout. Et je me retrouvais quand même avec Christine Fersen, avec Jean-Pierre Bouvier, avec des grands comédiens de théâtre, dans ces répétitions-là, et j'étais transporté, quoi. C'était la première fois et j'avais le deuxième rôle masculin, quoi. C'était un rôle magnifique. Et voilà. Et donc ces répétitions se passent jusqu'au moment où la première arrive et l'autre comédien qui est venu répéter quelquefois n'y arrive pas, quoi, n'arrive pas à se mettre dans le bain. Et où on me dit, c'est toi qui vas le jouer. Et là, gros stress. Là, c'est un peu un gros stress. C'est-à-dire que t'es élève du conservatoire et on te dit tu vas jouer sur scène tous les soirs à la Comédie Française, salle Richelieu, devant 800 personnes, ce rôle que tu ne t'apprêtais pas du tout à jouer. Et donc on va faire le costume pour toi maintenant. Et c'est toi qui vas reprendre le truc et ensuite on verra s'il te remplace, mais tu vas le créer. Et là, wow. C'est impressionnant, mais c'est pareil, je me suis dit, je peux pas commencer à flipper alors que je me bats pour ça depuis 4 ans, quoi. Depuis que je suis sorti de mon bac. Et donc tu y vas les yeux fermés en te jetant comme ça dans le ouais, bain? Mais ouais. Complètement. Avec aucunement les questions qui viennent souvent quand on a des gros défis comme cela, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis à la hauteur? Si, bien sûr. Ouais. Bien sûr, un syndrome de l'imposteur permanent. Dans notre métier, je veux dire 80% des gens qui montent sur scène l'ont, et heureusement. On se remet en doute en permanence. On est toujours dans le questionnement de savoir est-ce qu'on est légitime là où on est. Et moi, ma question, elle l'était encore plus. Je veux dire, j'étais élève et je me retrouve avec des professionnels à jouer une pièce de Corneille dans le temple du théâtre classique. Avec une des reines du français, Françoise Seigné, qui mettait en scène,
qui elle-même était sociétaire de la Comédie Française à l'époque. Et moi, je n'avais été que, entre guillemets, figurant à la Comédie Française, puisque pour gagner un peu d'argent, j'avais cherché à être figurant le soir. C'est ce qui me permettait de travailler dans la journée au conservatoire et chez Florent et tout. Et le soir, j'allais gagner un peu d'argent en tant que figurant. C'est-à-dire, je portais une toge et je me mettais au fond et je sortais et tout. Mais ça me permettait d'être dans ce milieu-là plutôt que d'aller vendre des frites chez McDo, quoi. Ouais. Donc, je connaissais déjà un petit peu la maison de l'intérieur. Je connaissais les gens comme ça que je voyais, mais j'étais au 3e sous-sol, quoi. Les figurants sont au sous-sol dans les trucs et ils ne montent que au moment où ils doivent rentrer en scène, c'est-à-dire les 5-10 minutes où ils sont là puis ils ressortent. Et ils ouvrent pas la bouche en général, les figurants, donc on partage pas grand-chose, mais voilà, c'était déjà magnifique d'avoir cette opportunité-là de faire ça. C'était d'ailleurs aussi comme ça que j'avais été au courant de cette audition et que je l'avais passée. Et voilà. Et donc je me retrouve à passer du 3e sous-sol aux étages des loges où on me file une loge tout d'un coup, puisque je suis comédien, même élève du conservatoire, signé, qui a le droit de jouer sur la scène du théâtre français. Ton papa n'y était pas à la Comédie Française, hein? Il n'a jamais été, non. Donc c'était d'autres loges ouais. dans lesquelles il t'emmenait, ouais. mais tout aussi poussiéreuses, j'imagine. Oui. Et ce théâtre, cette passion du théâtre et de la comédie, même si là aujourd'hui on te voit pas mal à la télé et que peut-être d'ailleurs tu le laisses un peu plus en arrière parce que t'en as fait beaucoup, c'est toujours aussi présent? Le théâtre est à mon sens l'essence même de notre métier. Il y a beaucoup de gens qui me disent je veux faire du doublage, je veux être la voix de, je veux faire des voix, je veux être une star, mais c'est pas ça ce métier. Il y a beaucoup de gens qui confondent, quoi. L'essence du métier, elle est dans la sueur que tu perds chaque soir sur des planches poussiéreuses devant 500 personnes. Elle est dans cette douleur-là, elle est dans cet apprentissage-là où ton cerveau est en mode hypnotisé par rapport à un texte et il doit le ressortir à la virgule près, au moment près. Et ensuite seulement, une fois que tu maîtrises ça, que tu comprends ça, tu peux le décliner au cinéma, tu peux le décliner à la télé, tu peux le décliner dans les livres audio, dans la pub, dans le doublage, dans tout ça. Mais il faut pas prendre les choses à l'envers. Les gens ont souvent tendance à vouloir prendre des raccourcis et à prendre les choses à l'envers. Mais mon métier, je l'ai appris sur scène. Je l'ai appris beaucoup plus que à l'école, qu'au conservatoire. Je l'ai appris quand j'étais sur scène avec des vrais metteurs en scène, avec un enjeu. Parce que l'enjeu de rentrer en scène et d'avoir des spectateurs, c'est pas la même chose que l'enjeu de passer une scène devant 15 personnes dans un cours. L'enjeu, il est phénoménal. Vous êtes là à 20h30 pétante, il n'y a pas de retard à avoir, le texte su, les machins, il faut être là chaque soir, c'est une discipline, c'est pas anodin, quoi, c'est quelque chose, le théâtre, comme tout spectacle vivant, est quelque chose d'extraordinaire. On l'oublie, mais c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous que chaque soir, le comédien a avec des gens qu'il ne connaît pas, mais qui se sont déplacés, et de plus en plus difficilement aujourd'hui, qui se déplacent dans Paris pour venir poser leurs fesses pendant 2 heures devant vous, et se taire, et vous écouter. Donc c'est énorme d'exiger ça, il faut être à la hauteur de cette attente et de cette demande. Et les essais qu'on fait en cours, les machins, on est tous là au même niveau, et on essaye, c'est très bien, on s'amuse, on apprend, on teste, mais le vrai métier, il s'apprend sur le tas. Et la façon de gérer ses émotions, le trac, la façon de découvrir une façon de travailler différente, d'aller dans des rôles différents, vous l'avez que sur scène. Au cinéma, ça va trop vite. Au cinéma, vous arrivez, vous avez appris votre texte plus ou moins bien, vous avez une séquence qui fait 2 minutes maximum, il faut qu'elle soit tournée, il faut qu'elle soit dans la boîte en 2 heures, et ensuite c'est fini. Donc c'est pas là où on apprend son métier vraiment, c'est vraiment dans la répétition d'un spectacle, jour après jour, pendant 1 mois et demi, 2 mois, pour ensuite le représenter tous les soirs, avec la fatigue, la chaleur, l'envie, l'ennui, le ras-le-bol, les copains qu'on aime pas, etc., etc. C'est vraiment une autre discipline. Mais ça forme. Et ensuite, le reste paraît tellement plus simple, même si c'est différent, ce sont des outils à aborder, que c'est autre chose. Mais c'est la base, elle est là, quoi. Quelle jolie passion.
On sent hein, quand tu le racontes, on imagine les heures justement sur cette scène. C'est vrai que c'est une passion, même si aujourd'hui j'ai envie de m'en éloigner parce que j'ai envie d'autre chose et que le théâtre j'en ai beaucoup fait, mais à chaque fois que j'y retourne, ça me demande tellement d'investissement que ça me fatigue d'avance, que j'ai envie de ne faire que des choses qui me plaisent vraiment. Et qu'on peut s'abîmer au théâtre aussi souvent à faire des choses qui sont moyennes, qui sont coup-ci, coup-ça, parce que ça demande une énergie. On peut pas y aller à demi au théâtre. On peut pas se dire, tiens, le soir, non, j'ai pas envie de jouer ce soir, je vais jouer vraiment les pieds dans les chaussures, les chaussures en mode économie. Voilà, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ou alors vraiment, t'as rien à y faire, quoi. Mais donc ça demande beaucoup d'énergie. Alors autant que le théâtre, il y a deux échanges. Il y a un échange où tu donnes, mais tu reçois beaucoup. Tu reçois beaucoup de la part du spectateur dans son écoute, dans son rire, dans son attention, dans son ombre, dans tout ça, et ça te nourrit. Et ça nourrit l'énergie que toi-même tu y donnes. Et s'il y a un défaut de cet échange-là, tu peux t'épuiser. C'est-à-dire s'il n'y a pas assez de monde, si les gens réagissent vraiment des pas, tonnes. Si tu rames, si le spectacle est pas bon, là tu te prends une perte d'énergie chaque soir, tu as l'impression de te vider, c'est vraiment violent, quoi. Donc voilà, pourquoi c'est important et pourquoi c'est nécessaire et pourquoi j'aimerais que les gens comprennent que pour faire notre métier ensuite qui leur plaît, parce qu'ils connaissent pas le théâtre souvent, mais les émotions du théâtre, elles sont irremplaçables. Le doublage, c'est génial parce que c'est un exercice, mais c'est pas les mêmes émotions que quand on est sur scène, c'est autre chose. Alors, ça fait plus d'une demi-heure qu'on parle, on n'avait pas encore abordé le doublage. Effectivement. Non, mais c'est très bien, c'est l'objet, un podcast, hein. En parlant du coup doublage, vu que tu amènes le sujet, il y a des rôles, par exemple, ou des films que t'as fait, et parce que peut-être plus, justement, à la course et autres, que tu regrettes ou que tu percevrais comme, bon, celui-là, je l'ai un peu raté. Ou est-ce que vraiment, à chaque fois que tu fais quelque chose, t'es à 200%? En doublage? Alors du coup là on mentionne le doublage, mais après on peut étendre la question. Oui. Ah non, je fais tout à 200%. Il n'est pas question que je fasse des choses à moitié ou pas bien ou ceci ou cela. Ah non, mais qu'à posteriori tu pourrais dire ça je l'ai un peu raté, quoi. Non, parce que raté ça voudrait dire que je l'ai pas fait au mieux. Ouais. Je fais toujours au mieux et au plus près de ce que je crois être la réalité. Alors quelquefois c'est moins bien parce que on maîtrise pas tout. Ou alors oui, le mieux du lundi c'est pas le mieux du jeudi. Voilà, éventuellement. C'est ça, oui, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Mais je me dis pas après, oh là là, mais quelle catastrophe, mais qu'il est mauvais ou quoi que ce soit. Non, ça c'est pas possible. Non, ça n'existe pas. En mémoire, il y a comme ça un moment, alors pour le coup très ponctuel, que ce soit sur la scène, dans un tournage de film au ciné, à la télé, en doublage, etc., où toi tu sais que t'as raté, genre une entrée au théâtre, une réplique, un des moments là pour le coup très... Bien sûr, il y a beaucoup, mais le théâtre est évidemment beaucoup plus fournisseur de ce genre de situation. Ouais, bah oui, c'est en live tout le temps forcément. Bah ouais, avec les trous de texte, avec les fatigues qui t'empêche d'aller à un certain niveau à par moment d'énergie ou de choses comme ça où tu sens que tu cours derrière ce que tu dois faire, etc. Ou parce que voilà, c'est comme quand t'as un marathon à faire, tu sais que t'as 2 heures de spectacle devant toi et puis quelquefois tu tires un peu la langue, tu te dis merde, j'y arrive pas aujourd'hui, je suis pas à la hauteur du truc, et tu te pousses et tu essaies de regagner les choses. Ou alors simplement merde, ce trou énorme qui me perturbe. Il y a des gens qui s'effondrent dans les trous, qui arrivent plus à se relever tu fais comment après. alors justement toi? Mais ça m'est arrivé quelquefois, heureusement très très peu souvent, mais ça peut arriver. Et en général, moi, ça a jamais été des trous compliqués. C'est des trous sur une phrase, sur un enchaînement, sur un machin. Et alors maintenant, ça ne me pose plus de problème, j'enchaîne et je baragouine un truc que j'improvise. Alors évidemment, c'est un petit peu plus chiant à faire en vers, mais dans le texte normal, il y a pas de souci. La dernière fois où ça m'est arrivé, c'était au printemps où je jouais le fil à la patte de Feydeau au théâtre Hébertot, où j'ai sur un soir une phrase qui est sortie totalement en kit façon Ikea. Et je ne savais même plus ce que je racontais dedans, mais j'ai mis tous les mots jusqu'à ce que je retrouve la phrase d'après qui s'est enchaînée naturellement, quoi. Donc voilà, il y a des gens d'y aller, il y a pas de voilà, c'est pas on s'arrête et on panique. Tu laisses pas finalement tant que ça de place à tes propres émotions. Non. Mes émotions, elles sont là, mais ça fait partie du jeu.
Et c'est aussi génial d'avoir ce genre de problème qu'aucun problème. Parce que ça fait partie c'est ça qui est merveilleux dans le théâtre, c'est que c'est une aventure chaque soir différente et un événement pour le spectateur, mais pour l'acteur aussi. On ne sait pas comment ça va se finir. J'avoue qu'en tant que spectateur, on aime bien quand ça foire un peu. Hein. Bah, bien sûr, ouais. Mais je te rassure, vous ne le voyez pas 95% du temps. Et pourtant, aussi, chaque soir, ça foire d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, une entrée un peu en retard, une sortie ratée, un texte raté, un machin qui fonctionne pas, un effet qui tombe à plat alors que la veille, les gens rigolaient comme des bossus. Il y a plein de petites choses c'est pour ça que chaque soir est très différent. Et l'énergie d'un soir, qui est autant celle du comédien que celle du public, ne sera pas celle du lendemain. Et donc le spectacle se modifie en permanence. En termes de doublage, c'est vrai que ta voix, si on t'a pas vu au théâtre peut-être, eh bien alors on la connaît forcément dans le sens où tu doubles Brad Pitt bien évidemment, Keanu Reeves entre autres, Ethan Hawke, enfin il y en a tout un tas. Très dans les pubs, allez 1 sur 3 c'est ta voix. On t'entend effectivement beaucoup. Tu préfères, c'est une question un peu bateau, c'est vrai que beaucoup la posent. Tu préfères quoi dans tout ça, vu que finalement le tout vient de l'essence de comédien. Est-ce qu'il y a une technique, une spécificité plus qu'une autre que tu aimes particulièrement travailler? Non, j'adore tout ça. Celle qui m'éclate le moins, c'est le livre, parce que j'aime beaucoup le faire, mais ça demande une telle énergie de concentration. Et un livre, c'est facilement 300-400 pages, donc c'est 2 jours immergés complets dans une lecture comme ça, c'est assez compliqué. Moi, j'y prends moins de plaisir. Même si je sais que sur le moment, je m'éclate, mais ça me fatigue d'une force terrible. Mais par contre, non, j'adore la pub, j'adore le doublage, mais pour des raisons très différentes, parce que ça demande des exigences différentes, ça demande des concentrations différentes, et c'est tout aussi passionnant à faire pour le résultat qu'on recherche dans l'un et dans l'autre. C'est marrant, tu parlais tout à l'heure d'ego, quand t'avais un peu raté, tu disais je laisse de côté, etc. J'ai ravalé mon ego et j'y suis retourné. Là, tu me parles donc, alors le doublage, tu t'effaces au profit de l'acteur évidemment qui a joué la scène en elle-même. Quand tu me parles là de tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, quand tu me décris le théâtre, t'es aussi au service de la pièce, de l'échange qu'il y a entre les comédiens et les spectateurs. On dirait que t'en as pas. D'ego. Bien sûr, j'en ai, mais mon ego ne se situe pas au même endroit que ce que les gens pensent. Souvent, les gens pensent que les comédiens sont égotiques dans le sens où ils ne veulent qu'une chose, c'est que la caméra soit sur eux et qu'ils soient sur des affiches et qu'ils ne font que ça, etc. Ça, c'est une part importante, mais mon ego est plus centré sur la reconnaissance de la qualité. Ça vient sans doute aussi de mon syndrome de l'imposteur, où j'ai besoin de voir que les gens trouvent que ce que je fais est de qualité et que ça soit validé d'une certaine façon. C'est aussi un moteur. Oui, bien sûr, mais c'est aussi une façon toujours de prouver à mon père, qui n'est plus là aujourd'hui, mais que voilà, j'ai eu raison de le faire et que je me suis battu pour le faire malgré sa volonté, mais que 35 ou 40 ans après, j'en vis encore et bien, et donc tout va bien. Oui, quand d'autres, évidemment, eux n'y sont plus, alors qu'ils sont peut-être commencés en même temps que toi. Ah ouais, il y en a un paquet, ouais. T'aurais fait quoi d'ailleurs si t'avais pas été comédien, vu que tu disais que t'aurais pu faire tout et n'importe quoi? J'aurais probablement travaillé dans un truc lié à la création graphique ou à l'informatique ou à la musique. Un truc qui tourne autour de tout ça. Probablement. Et le doublage, il arrive comment? C'est un hasard aussi, un jour où tu prêtes ta voix? Ouais. Je n'étais que au théâtre à l'époque, je tournais même pas. Et un jour, ça a d'abord commencé par la pub où on est venu me chercher en me disant est-ce que vous voudriez faire une pub voix pour je sais pas quoi, Danone ou un truc. Je dis ouais, j'ai jamais fait ça de ma vie, pourquoi pas. Et donc on m'a appelé pour faire ça et j'ai trouvé ça super rigolo, puisque ça me changeait de racines que je disais le soir tout d'un coup. Oui. Je pouvais parler de yaourt et d'autres choses et c'était bien aussi. Et le doublage c'était pareil, on est venu me chercher au français en me disant ben voilà,
Je fais des essais parce qu'on recherche des voix pour tel comédien ou tel truc, pour des nouveaux films. Est-ce que ça vous intéresserait? Et j'y suis allé, et avec plaisir, et j'ai rencontré la personne qui m'a dit, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. À l'époque, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'internet, personne ne te disait comment on allait faire, il n'y a pas de tuto pour apprendre le doublage. Hein. Donc on te dit, ben voilà, ça se passe comme si, il y a la barre là, il y a le texte qui défile, il faut le faire. Donc première fois où je me retrouve face à ça, en essai avec cette personne que je ne connaissais pas. Sur un extrait de film, c'était juste des essais, hein, donc il n'y avait pas d'enjeu. Mais du coup, je découvre et la technique, et le studio, et le micro, et la position, et la barre, et tout d'un seul coup. Et ça, c'est plus impressionnant que 800 personnes ou pas? Ah ouais, bah pour moi ça l'était, bien sûr. Les 800 personnes, je les maîtrisais, chaque soir j'y étais, mais là tout d'un coup, j'étais dans un truc que je ne connaissais pas. C'est comme toujours, l'inconnu, tant que quand tu ne le connais pas, tu l'appréhendes, tu sais pas comment le prendre. Et puis tu sais pas ce que donne ta voix. La voix, on n'est pas habitué à l'entendre. Moi, je l'entends quand je la sors comme ça sur scène, mais je l'entends pas enregistrée. Et donc je fais ces essais, j'entends la voix enregistrée, rien de spécialement en place, mais pas pire non plus. Et je me suis dit, mais c'est génial ce truc, c'est hallucinant. Donc je refais un deuxième passage, machin, et j'arrive à être en place, plutôt bien, il est content. Voilà, bon ben super, merci beaucoup. Et j'ai trouvé ça génial. Et la voix m'intéresse depuis que je suis môme, parce que j'adore la radio, j'adore l'expression vocale, j'adore les voix que je voyais dans les films, les voix de doublage françaises sur les acteurs américains, parce que ça fait fantasmer, parce que ceci, cela. Et donc je me suis dit... De magie un peu. Ouais. Mais oui, il y a une part de magie, bien sûr. Et c'est l'émotion, la voix, beaucoup plus que l'image. Et donc je me suis dit, mais c'est génial, si je pouvais faire ça en plus, parce que c'est dans la journée, le matin, ou machin, pendant que je répète, et je pourrais faire ajouter ça à mon métier, donc tester autre chose, apprendre. Et puis malheureusement plus aucune nouvelle. Mais 6 mois après, cette personne m'a rappelé en me disant, ben voilà, je fais un film à partir de telle semaine, et si vous voulez bien, je vous prends pour un petit rôle dans tel truc. Donc j'ai dit, bah ouais, avec joie. Et c'est là où j'ai fait mon tout premier doublage, donc une matinée où je répétais pas, où j'étais tranquille et où j'ai pu aller faire ce truc-là. Et tu te souviens de ce que c'est? C'était La Mutante. Tu faisais une voix... Je faisais un rôle masculin secondaire voilà, je sais plus comment je crois que c'était Oliver Platt que je doublais. Il me semble. Mais peut-être pas, je dirais peut-être une connerie. Et puis voilà. Et comment t'arrives sur Brad Pitt plus tard, genre? C'était au sein de cette boîte-là qui s'appelait Record Film que cette personne enregistrait à Marcadet, Studio Marcadet, qui sont bizarrement aujourd'hui repris par le Cours Florent, j'ai vu ça. Et donc je me suis retrouvé à faire ce truc-là, et ça s'est très bien passé, donc j'étais content. Et le propriétaire de ce studio, de cette boîte, à l'époque, qui donc travaillait avec cette personne, a écouté, a dit, ah bah il est pas mal, hein, c'est pas mal ce qu'il fait, tiens bah si je le prenais pour tel truc. Donc il m'a demandé, et j'ai passé les essais sur Brad Pitt, qui à l'époque... Donc tu savais que c'était pour Brad Pitt quand tu y vas, quoi. Tu découvres pas ça au dernier moment. Deuxième ou troisième doublage, mais c'était pas la star que c'est aujourd'hui. Il commençait super bien, hein, c'était, je sais pas, en 95 ou un truc comme ça, 96, un truc 97, ouais. Donc c'était pas la star que c'est aujourd'hui. Il commençait à bien tourner, mais c'était pour moi déjà incroyable, quoi, d'avoir de passer les essais là-dessus. Et je les ai passés, et ils m'ont pris, donc génial. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées petit à petit. Tout d'un coup, on m'a appelé d'un autre studio, parce que dans ce métier, on en parle beaucoup, des gens qui sont plutôt pas mal. Il y en a pas tant que ça, des gens qui savent bien maîtriser le jeu d'acteur et de le retranscrire sur l'image. Il y a beaucoup de gens qui ont de la voix, qui savent être en place, mais qui n'ont pas d'émotion, ou en tout cas pas suffisamment de choses. Et puis visiblement, il se trouve que moi, ça plaisait bien, et qu'ils m'ont rappelé du coup pour autre chose. Et ça s'est enchaîné à partir de là, non-stop, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des voix de gens, enfin des acteurs du coup que tu n'as pas fait, qui sont aujourd'hui un échec que tu aurais aimé faire ou pas, puisque enfin je pense que tu vas me répondre non, parce que t'as l'air de te laisser juste porter par les éléments
de la vie, tu vas où tu vas, mais... J'ai arrêté de me poser des questions, même Brad Pitt, à un moment, j'ai pas fait certains films, parce que, je sais pas pourquoi, parce que il y a des moments où on peut pas être maître de tout, et c'est pas vous qui décidez, c'est d'autres gens qui décident à votre place. C'est le problème de notre métier, c'est la difficulté de notre métier, et il y a un moment, il faut arrêter de se remettre en cause soi-même en disant « je suis qu'une merde, je peux pas faire ci, je fais pas ça, etc. » Non, c'est les autres qui ont pas voulu que... Et c'est tout. Et il faut le digérer, il faut passer à autre chose. Donc voilà. Et... Ça fait partie du changement de mentalité dont on parlait tout au début. Oui. Je crois qu'il faut arrêter de s'impliquer trop dans certaines choses. Et franchement, j'ai fait Johnny Depp sur plusieurs films, j'ai fait Robert Downey Jr. sur plusieurs films, j'ai fait... je les ai à peu près tous faits, mais comme beaucoup de mes camarades en fait. C'était l'époque où tous ces acteurs-là commençaient et ils n'avaient pas de voix attribuée. Christian Bale, je l'ai fait sur plusieurs trucs aussi. Il y en a d'ailleurs pas d'officiel, hein, c'est toujours un fait aujourd'hui. Ben non, il y en a plus ou moins. Voilà, on garde à peu près les mêmes quand ça marche, mais... Au bout d'un moment, il y en a qui se sont fixés sur certaines voix et pas d'autres. Je sais qu'il y a plein d'autres gens qui ont fait Brad Pitt avant moi et ils se sont fixés pendant un moment, mais ça... Et pour Keanu Reeves, c'est pareil. Oui, j'allais dire, même Keanu Reeves, il y en a d'autres où c'est pas... Ouais. Et puis tout d'un coup... Ouais, c'était pas moi. Et à un moment, tout d'un coup, avec toi, ça fonctionne bien, et donc le client dit non, celle-là, ça marche mieux. Et puis ça se fait comme ça, quoi. Il y a pas, on décide pas. Donc il y a des acteurs que je fais plus, il y en a d'autres que j'ai gardés, que je fais. J'en suis très content, et je peux pas en vouloir aux autres. J'en fais déjà énormément de pas faire les autres trucs, quoi. Donc c'est ok le syndrome de l'imposteur, il faut ne pas trop se poser de questions et faire les choses à 200%. Voilà ce qu'on retient de Jean-Pierre Michael aujourd'hui. J'ai une question pour la fin, Jean-Pierre, c'est ça fait partie du podcast, la partie bonus en fait. Qui t'aurait aimé entendre faire la même chose que toi, alors soit peut-être avant pour t'inspirer à l'époque où tu fantasmais peut-être justement des comédiens comme tu parlais tout à l'heure, ou qui t'aimerais entendre aujourd'hui en podcast venir raconter ses bides et ses échecs ou sa vision de l'échec. Ah bah mon père, invite-le. Ah, par définition, ouais. Ça va être compliqué, je suis désolé. Ça va être compliqué, mais c'est sûr. J'aurais aimé. Il ne voulait pas que je fasse ce métier, donc on a très peu échangé malheureusement sur ce métier. J'ai pas ce que j'aurais voulu avoir comme réponse, comme questionnement, comme solution. Et ça m'aurait passionné de savoir un peu son parcours, justement, comment il a fait les choses et tout. Bon, bah, je pourrais pas faire non, je sais que tu ne pourras pas répondre pour lui, mais voilà. C'est à peu près il y en a plein d'autres, hein, c'est toujours passionnant les histoires des uns et des autres et la façon dont les choses mais celle se qui passent. compterait vraiment c'est celle-ci. Moi c'est normal, bien sûr. Et ben merci beaucoup Jean-Pierre d'être venu dans le podcast. Merci Geoffrey. Et puis à bientôt. À bientôt. Ah, j'avais promis une belle rencontre avec Jean-Pierre Michael. Merci d'être jusqu'ici. Si vous avez écouté jusqu'au bout ce 39e épisode d'Essaye encore, je rappelle que le podcast est disponible partout, Apple Podcast, Spotify, Deezer, mais également sur YouTube. Si pour ceux qui n'ont pas d'appli de musique en soi ou de podcast, vous tapez Essaye encore podcast ou Geoffrey Deloup quelque part dans un moteur de recherche et normalement vous tombez sur moi. Partagez-le le podcast, faites-le vivre, mettez des pouces, des j'aime, des étoiles, etc. Mettez des commentaires comme vous faites régulièrement, et puis pensez que ce phénomène d'échec, de rater un truc, on le vit tous. Alors peut-être que si vous connaissez quelqu'un qui va pas super bien en ce moment parce qu'il a raté un truc, envoyez-lui et montrez-lui que c'est pas si grave finalement de se planter. Le podcast, il existe aussi parce que vous le soutenez. Alors je le rappelle, vous pouvez aussi donner quelques sous, un petit peu de sous-sous, un peu comme un pourboire qu'on laisse après une bonne bière en terrasse. Vous pouvez laisser quelques euros, la somme que vous voulez. Tout ça là aussi se retrouve sur le compte Instagram Essaye encore podcast. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro, un nouvel épisode où je peux d'ores et déjà vous dire que j'y reçois quelqu'un d'extrêmement connu qui a vendu 56 disques d'or. C'est tout ce que je dirais. Ciao, à la fois prochaine.